En amont de 1789, nous avons le philosophisme des Lumières qui a gagné l'opinion publique, qui a gagné les esprits d'une certaine bourgeoisie décadente, notamment à la cour royale. Donc cette philosophie est une des causes principales de la Révolution. Il y avait aussi le jansénisme. Le philosophisme reposait pourtant sur du vide, l'anti-religiosité, le matérialisme, l'anticatholicisme, des sophismes. Il visait à diviniser l'homme et à anéantir Dieu. Dans cette philosophie, la liberté est l'idée de base, la nature humaine est bonne et il suffit de laisser l'humain libre pour qu'il fasse le bien, alors que dans les faits, c'est un peu plus compliqué que ça. Alors cette poussée du philosophisme à cette époque au XVIIIe siècle, le contexte s'y prêtait. On est dans le siècle du doute, le siècle de l'incrédulité, de la dégradation des mœurs, de la décadence morale, et un homme symbolise cette philosophie. Cet homme, c'est Voltaire, donc François-Marie Arouet, de son vrai nom, qui était un baptisé catholique au départ, puis ensuite un repenti, qui a fait le XVIIIe siècle à son image, selon son état d'esprit. C'était un homme très orgueilleux, qui fut affilié à la loge maçonnique des Neuf Sœurs, et qui est parti véritablement en guerre contre les évangiles, contre le Christ et son Église. Voltaire recommandait à ses proches de mentir, d'écraser l'infâme à propos de la religion catholique, et donc ces philosophes des Lumières se sont basés sur le contrat social de Jean-Jacques Rousseau, qui est à l'origine de la démocratie moderne, de la démocratie républicaine. Donc l'homme naturellement bon de Rousseau, c'est le point de départ de la philosophie des Lumières, et cela a débouché logiquement sur une addition d'hommes naturellement bons, ce qui est le suffrage universel que nous connaissons. Donc nul besoin de la religion pour être meilleur, nul besoin de la grâce, d'une aide surnaturelle venant de Dieu. C'est un système horizontal, démocratique, qui est centré sur l'humain, mais c'est oublier que l'homme est avant tout un pécheur, qu'il a besoin de la grâce, il a besoin de se connecter à Dieu par la prière, la pénitence, les sacrements, les sacramentaux, pour progresser dans les vertus. Donc nous avons là deux visions du monde qui s'affrontent, celle de l'Église et celle de la contre-Église. Donc d'un côté, la confiance en l'humain, l'homme est naturellement bon, on est dans la négation de la grâce, la négation du péché originel qui est prôné par le Grand Orient de France. Donc le problème dans ce système de pensée, c'est le régime politique qui est à réformer et ce sont les lois qui sont à changer. Puis de l'autre côté, on est dans la confiance en Dieu. L'homme est naturellement imparfait en raison du péché originel. On est dans la nécessité de la religion et de la grâce pour s'élever et pour progresser dans les vertus et même faire progresser la société par ces mêmes vertus. Le rôle du comte de Maurepas a été crucial dans le début du règne de Louis XVI. Alors Jean-Frédéric Phelipeaux, c'est son vrai nom, a été son premier ministre à Louis XVI et son principal conseiller. Il fut initié maçon en 1737. Il fut le ministre de la Marine sous Louis XV, donc le grand-père de Louis XVI, mais viré par ce même Louis XV en 1749. Il revient donc aux affaires au gouvernement en 1774, c'est-à-dire 25 ans plus tard. Il a alors 73 ans. Le comte de Maurepas a écrit dans une lettre à Voltaire qu'il lui était plus parfaitement dévoué que personne au monde. Et c'est donc lui, Maurepas, donc Phelipeaux, qui devint un homme de base du gouvernement et qui influa certainement dans nombre de nominations de ministres sous Louis XVI, tel Turgot par exemple. Donc Louis XVI a été entouré de traîtres affiliés à des loges maçonniques qui ont amené la monarchie française à sa perte. Et parmi ces hommes, on a donc le comte de Maurepas, mais aussi Malesherbes qui va l'accompagner jusque dans ses derniers jours. Et aux finances, on avait Turgot, le bon Turgot, du clan du philosophisme, qui fut viré par Louis XVI, qui le considéra par la suite comme fou. On avait aussi Necker, qui était d'abord un protestant
calviniste, puis qui fut initié franc-maçon illuminé et qui a endetté la France, qui a préféré l'emprunt à l'impôt. Calonne également, qui avait entrepris avec Louis XVI certaines réformes, mais qui n'ont pu aboutir. Et puis Loménie de Brienne. Loménie de Brienne, qui fut archevêque de Toulouse, c'était un mondain, donc un clerc, mais un ami de Voltaire, et qui avait voté la constitution civile du clergé. Donc tous ces gens étaient du clan philosophique, et donc il y en avait bien d'autres dans ce camp, hélas. Oui, alors cette affaire du collier a été déclenchée en août 1785. C'est un exemple concret du procédé maçonnique suivant. La calomnie précède le crime. Alors le but de cette opération, c'était de discréditer le couple royal en ciblant l'épouse de Louis XVI, donc Marie-Antoinette. Le comte de Cagliostro, de son vrai nom Joseph Balsamo, avait été initié chez les Illuminés de Bavière. C'est un charlatan, un escroc, un menteur, qui fut l'émissaire des Illuminés d'Adam Weishaupt. Donc Cagliostro avait reçu des fonds importants pour propager les loges maçonniques en Europe. Il avait aussi fondé la maçonnerie égyptienne de Misraïm, et il s'est rapproché en 1781 du prince de Rohan à Strasbourg. Alors il y avait Madame de la Motte, de son vrai nom Jeanne de Valois, qui elle s'est fait passer pour Marie-Antoinette dans cette affaire, et elle a réussi à manipuler ce prince de Rohan débauché dans cette affaire basée sur de fausses correspondances qui visaient à salir la réputation de la reine. Une Marie-Antoinette qui avait été calomniée dans divers pamphlets pendant une vingtaine d'années, notamment dans Le Confident Patriote, qui fut publié en 1789, et ce donc bien avant qu'elle soit guillotinée, elle aussi, le 16 octobre 1793, soit quelques mois après le régicide et quelques mois avant l'assassinat sur l'échafaud de sa belle-sœur, Madame Élisabeth, le 10 mai 1794. Ce complot contre la monarchie avait été planifié plusieurs années avant par Adam Weishaupt, donc professeur de droit canon à Ingolstadt en Allemagne. Adam Weishaupt, pour qui le trône et l'autel devaient être les cibles des sociétés secrètes, et qui avait fondé sa secte sur des principes lucifériens, les Illuminés de Bavière, le 1er mai 1776. Donc les régicides de Louis XVI en France et de Gustave III en Suède ont été décidés dans des arrière-loges maçonniques. Il y a eu d'abord le convent de Wilhelmsbad en Allemagne en 1782, donc convent convoqué et dirigé par les Illuminés, avec la stricte observance qui avait à sa tête le duc Ferdinand de Brunswick et le prince Charles de Hesse-Cassel. Et c'est là qu'il y eut un basculement de pouvoir de la stricte observance aux Illuminés, donc deux arrière-loges allemandes. Prince de Hesse-Cassel, qui était par ailleurs un proche d'Amschel Meyer-Rothschild, qui était son banquier. Puis 2 ans plus tard, 2 ans après Wilhelmsbad, il y eut la Grande Loge éclectique de Francfort, donc toujours en Allemagne, où furent décidés lors de cette réunion les deux régicides, donc de Louis XVI et de Gustave III. Cette intervention étrangère, qu'elle soit financière ou humaine, parmi les protagonistes de la Révolution, on va la retrouver dans la plupart des révolutions qui ont suivi par la suite. Donc je pense notamment à la révolution bolchevique en 1917 en Russie, et puis bien plus récemment avec le printemps arabe en Tunisie, en Libye, en Égypte. Pour 1789, c'est la démonstration de l'abbé Augustin Baruel que j'approuve totalement, c'est-à-dire que révolution, régicide et terreur sont les fruits d'un complot maçonnique avec la complicité en amont des philosophes des Lumières, ces encyclopédistes qui ont préparé le terrain à cette conspiration. Et le cœur de ce complot, ce sont les Illuminés de Bavière, avec leurs ramifications en France, au Grand Orient et dans les clubs de Jacobins, et plus largement en Europe. Oui, en effet, il faut faire cette distinction. Il y a la loge et l'arrière-loge. Il faut bien comprendre qu'en raison du secret et du fait que la franc-maçonnerie est une superposition de sociétés secrètes, tout groupe de francs-maçons est profane
par rapport à un autre groupe de francs-maçons. Le secret maçonnique, ce n'est pas simplement de francs-maçons à profanes. C'est aussi d'un franc-maçon à un autre franc-maçon. En 1789, il y a l'Assemblée, les clubs de jacobins qui ont la main sur cette Assemblée. Les clubs de jacobins, c'est la franc-maçonnerie du Grand Orient de France et qui en a le contrôle. Et la franc-maçonnerie qui est encore en coulisses, c'est la secte des Huet de Bavière qui tire les ficelles des événements qui se produisent et qui a un projet bien précis et qui va le faire appliquer par ses agents. Donc, Assemblée, derrière l'Assemblée, club de jacobins, derrière ces clubs, le Grand Orient de France, et encore derrière, les Huet de Bavière. Donc, le franc-maçon est le profane d'un autre franc-maçon, et on le constate concrètement avec la princesse de Lamballe, qui fut la profane des Huet de Bavière, et de Lafayette, par exemple, et de Mirabeau. Donc, les francs-maçons qui entouraient Louis XVI et Marie-Antoinette étaient des dupes, qui servait à dissimuler les plans criminels des arrière-loges illuministes et aussi martinistes. Marie-Antoinette a été induite en erreur sur la franc-maçonnerie par la princesse de Lamballe, qui en faisait partie, qui était une grande maîtresse d'une loge, d'où les premiers écrits très naïfs de Marie-Antoinette au sujet de la secte, et qui a relayé par exemple Louis d'Asté dans son livre sur Marie-Antoinette et le complot maçonnique à la page 62, donc Marie-Antoinette qui s'exprime auprès de la princesse de Lamballe, qui lui dit « J'ai lu avec intérêt ce qui s'est fait dans les loges maçonniques que vous avez présidées au commencement de l'année et dont vous m'avez tant amusé. Je vois qu'on n'y fait pas que de jolies chansons et qu'on y fait aussi du bien. » Puis, dans une lettre adressée à son frère Léopold II, la même Marie-Antoinette s'est repris. Elle a pris conscience du danger maçonnique, mais trop tard, le 17 août 1790 seulement, et là donc c'est dans mon livre sur la franc-maçonnerie, 300 ans d'imposture, où elle écrit donc à son frère « Prenez bien garde là-bas à toute association de francs-maçons, on doit déjà vous avoir averti, c'est par cette voie que tous les monstres d'ici comptent d'arriver dans les pays au même but. Oh, Dieu garde ma patrie et vous de pareils malheurs. » Ce revirement de Marie-Antoinette fut hélas trop tardif. Elle, comme son époux Louis XVI, avait été pourtant avertie du danger maçonnique, du péril maçonnique par la papauté, et ce dès 1738 par le pape Clément XII, mais visiblement ils en ont pris conscience trop tardivement. 1789 est l'œuvre majeure de la franc-maçonnerie. Du coup, les principales mesures de cette révolution sont logiquement maçonniques. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, du 26 août 1789, élaborée par la loge La Candeur, publiée par Condorcet. Constitution civile du clergé, sanctionnée par Louis XVI, qu'il a ensuite regretté. Loi Isaac Le Chapelier du 14 juin 1791, donc c'est la suppression des corporations de métiers. Et puis, l'égalité en droit accordée aux Juifs la même année, donc en 1791, c'est important d'y revenir. On la doit, cette égalité en droit, au franc-maçon ecclésiastique l'abbé Henri Grégoire et aussi à Mirabeau, mais également à Adrien Duport et Maximilien de Robespierre, qui l'avaient soutenu. Donc tous ces gens ont réalisé le vœu du philosophe juif allemand Moïse Mendelssohn, qui était un disciple du rabbin Maïmonide, qui était étroitement lié aux Huet de Bavière, c'était un proche d'Adam Weishaupt, et ce fut le cofondateur et même le représentant de la Haskalah, le mouvement juif des Lumières. Donc ce même Mendelssohn avait proposé vivement à un certain Guillaume Dom, D-O-H-M, Guillaume Dom, d'écrire le programme de l'émancipation politique des Juifs. Et c'est ce que Dom a fait, et son livre, qui fut le point de départ de l'émancipation des Juifs, fut édité par un certain Nicolaï, un membre des Huet de Bavière. Donc on trouve Mendelssohn et les Huet de Bavière derrière certaines mesures. Mais parmi les actes importants, nous avons bien sûr le régicide, qui était le but de la manœuvre, et enfin la terreur par les montagnards francs-maçons, donc du club des Jacobins, Robespierre, qui était un franc-maçon Rose-Croix à Arras dans le nord de la France,
alors que Danton et le Suisse Marat étaient eux des membres de la loge des 9 sœurs. Et tous ont pris part à cette terreur qui a réellement débuté en juillet 1789, et on peut même la prolonger après la mort de Robespierre, qui est survenue le 28 juillet 1794. Charette, par exemple, est décédé fusillé en mars 1796 à Nantes. La convocation des États généraux par Louis XVI, ce fut un vœu maçonnique et même une concrétisation maçonnique. Quant aux cahiers de doléances, ils ont été écrits du même main, je vous laisse deviner laquelle. Donc même mot d'ordre, même indignation, même révolte, mêmes émeutes, même hostilité contre le roi, soudainement au même moment, et tout ceci serait soi-disant spontané. Qui aujourd'hui peut croire une chose pareille? En fait, c'est un petit nombre de révolutionnaires qui ont fait les événements de 1789, et la propagande républicaine a fait croire que c'est le peuple. À la manœuvre, à chaque fois, on retrouvait l'empreinte maçonnique tout au long de ces événements qui ont été vraiment dramatiques, de la prise de la Bastille en juillet 1789 au régicide en janvier 1793, en passant par la terreur, le carnage des Tuileries, événements révolutionnaires dont nous subissons encore aujourd'hui les conséquences. 1789 s'est produit au nom de la déesse raison, de la liberté, de l'égalité. Donc la raison a été mise en opposition à la foi, alors que les deux doivent se compléter. Certains philosophes avaient même foi en la raison qui se suffisait à elle-même, selon eux. Donc la liberté, alors que tout opposant à la révolution était guillotiné. Donc en matière de liberté, je crois qu'on peut mieux faire. Et c'est l'affirmation de Saint-Just. Pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Pour Augustin Cochin, le philosophisme de 1770 fut le dogmatisme de la liberté, et le patriotisme de 1793 sera le despotisme de la liberté. En fait, c'est un dogme du nouveau régime qui est devenu l'instrument d'un totalitarisme, car concrètement, la révolution a coupé la tête à ceux qui s'y opposaient. Donc il y a ce qui a été mis en avant, certaines idées, principes, et puis il y a les faits qui furent en contradiction avec ces principes. Donc les révolutionnaires francs-maçons ont été factuellement dans la trahison des principes. Leur but, c'était d'avoir la tête du roi, d'endetter la France, de tout détruire, c'était le projet d'Adam Weishaupt, et donc tous ceux qui se mettaient en travers de ce projet destructeur devaient être éliminés. Liberté, égalité, fraternité a été validé plus tard par Louis Blanc, franc-maçon illuministe, membre du gouvernement provisoire en 1848 sous la Seconde République. Donc cette devise maçonnique, ce slogan maçonnique doit se comprendre en le lisant à l'envers. C'est la fraternité maçonnique qui, au nom de l'égalité, permet la liberté d'action des initiés maçons. Liberté pour les uns, mais pas pour les autres. Liberté à plusieurs vitesses, de même qu'il y a une justice à plusieurs vitesses, et donc s'il y a plusieurs justices, ça signifie qu'il n'y en a pas. Soit il y en a une, soit il n'y en a pas. C'est logique. Cette trahison des principes, Augustin Cochin l'a joliment exprimée dans son livre « La machine révolutionnaire », notamment à la page 159, où il a écrit « Il apparaît en 89 un peuple qui supprime le nombre, une liberté de principe qui détruit les libertés de fait, une philosophie qui tue pour des opinions, une justice qui tue sans jugement. On voit ce miracle réaliser le despotisme de la liberté, le fanatisme de la raison. » Et à la page suivante, il a ajouté « L'humanité qui tue est sœur de la liberté qui emprisonne, de la fraternité qui espionne, de la raison qui excommunie, et toutes ensemble forment cet étrange phénomène social qu'on appelle le jacobinisme. » Et oui, c'était ça, le jacobinisme. Dans son livre « La Révolution française à l'occasion du centenaire », qu'il a écrit justement à l'occasion du centenaire de la Révolution, qu'il a publié en 1889, Monseigneur Charles Prépel a écrit «
La liberté sans l'autorité, c'est l'anarchie. Et l'égalité sans la hiérarchie, c'est le chaos. Et le chaos, c'est justement le but de la manœuvre. Ordo ab chaos, je rappelle, un nouvel ordre à partir du chaos. C'est ce qu'on nous prépare. Mais d'abord le chaos. Et ensuite, un nouvel ordre totalitaire selon le projet des instigateurs du chaos. Alors, tout ceci est possible parce que ce système est contre nature et révolutionnaire. Et révolution rime avec inversion, inversion des principes, inversion des valeurs, ce qui nous renvoie à la fameuse tirade de Monseigneur Gaume, qu'il a écrite dans son livre sur la Révolution et que je cite dans Le complot contre Dieu, à la page 83, donc Monseigneur Gaume dans le texte. Si, arrachant le masque à la Révolution, vous lui demandez qui es-tu ? Elle vous dira, je ne suis pas ce que l'on croit. Beaucoup parlent de moi et bien peu me connaissent. Je ne suis ni le carbonarisme qui conspire dans l'ombre, ni l'émeute qui gronde dans la rue, ni le changement de la monarchie en république, ni la substitution d'une dynastie à une autre, ni le trouble momentané de l'ordre public. Je ne suis ni les hurlements des Jacobins, ni les fureurs de la montagne, ni le combat des barricades, ni le pillage, ni l'incendie, ni la loi agraire, ni la guillotine, ni les noyades. Je ne suis ni Marat, ni Robespierre, ni Babeuf, ni Mazzini, ni Kossuth. Ces hommes sont mes fils, ils ne sont pas moi. Ces choses sont mes œuvres, elles ne sont pas moi. Ces hommes et ces choses sont des faits passagers. Et moi, je suis un état permanent, je suis la haine de tout ordre religieux et social que l'homme n'a pas établi et dans lequel il n'est pas roi et Dieu tout ensemble. Je suis la proclamation des droits de l'homme contre les droits de Dieu. Je suis la philosophie de la révolte, la politique de la révolte, la religion de la révolte. Je suis la négation armée. Je suis la fondation de l'état religieux et social sur la volonté de l'homme au lieu de la volonté de Dieu. En un mot, je suis l'anarchie car je suis Dieu détrôné et l'homme à sa place. Voilà pourquoi je m'appelle révolution, c'est-à-dire renversement, parce que je mets en haut ce qui selon les lois éternelles doit être en bas et en bas ce qui doit être en haut. Voilà donc inversion et transgression de la loi naturelle. À propos des loges du Grand Orient de France, déjà les loges maçonniques avant 1789 étaient reliées entre elles et centralisées à Paris. Il y avait donc celle du Grand Orient qui fut fondée en 1776 et qui fut infiltrée par les Illuminés de Bavière et même gagnée idéologiquement par l'illuminisme. Donc j'en ai relevé 3 qui furent très influentes à cette époque. Donc la première, c'est la loge Lacandeur, à qui l'on doit la Déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789, qui fut publiée par Condorcet, élaborée donc par cette même loge Lacandeur, dont faisait partie Philippe Égalité, donc duc d'Orléans, cousin du roi, qui avait voté pour la mort de son propre cousin, donc Philippe Égalité qui était un mondain, qui fut grand maître du Grand Orient de France. Il y avait aussi à Lacandeur Dumouriez, qui fut ministre des Affaires étrangères, qui était à la tête de l'armée, donc c'est pas rien. Le comte de Mirabeau, qui fut à un moment le conseiller du roi, ce qui était vraiment catastrophique. Lafayette, qui avait été initié franc-maçon aux États-Unis et qui dirigeait la garde nationale. Aussi affilié au Grand Orient de France, on avait la loge des Amis réunis, qui correspondait avec les loges étrangères, les loges illuministes, et qui a préparé les massacres de la terreur par un homme, Adrien Duport. Le comte de Mirabeau faisait lui le lien entre Illuminés et Amis réunis. Amis réunis, d'où est sortie donc la terreur et qui provient de Philalette martiniste, donc une maçonnerie judaïsante. Donc, outre Duport et Mirabeau, on y trouvait aussi aux Amis réunis le Suisse Marat, Babeuf, le théoricien du communisme, et Saint-Just, proche de Robespierre. Et puis enfin, la loge des Neuf Sœurs, qui a connu un vrai succès à cette époque, et où on trouvait notamment Camille Desmoulins, qui s'était rendu célèbre lors de la prise de la Bastille, Bailly, qui était le doyen du tiers-état de l'Assemblée nationale, les montagnards Marat et Danton, Pétion, le maire de Paris, qui avait fait reprendre à Varennes le roi Louis XVI, et aussi à l'étranger, nous avons
Benjamin Franklin, le père fondateur des États-Unis d'Amérique. Et puis avant eux, il y avait les encyclopédistes des Lumières, Voltaire, Diderot, d'Alembert, Helvétius, donc le clan du philosophisme dont je parlais tout à l'heure. Mais c'est vrai que quand on pense à cette loge des 9 sœurs, on pense immédiatement à Voltaire et à Benjamin Franklin, qui sont les deux plus connus. La conversion de Louis XVI, c'est intéressant d'en parler. Elle est soulignée par l'historien Jean de Viguerie dans sa biographie sur Louis XVI. Donc Louis XVI baptisé quand même à la naissance, attention, mais qui n'était pas du tout ferme dans la foi. Tout comme Marie-Antoinette d'ailleurs. Donc sa conversion est intervenue après ce que l'histoire officielle a appelé la fuite à Varennes, mais que Louis XVI avait lui appelé le voyage de Montmédy, parce qu'il était prévu qu'il aille jusqu'à Montmédy. Donc en juin 1791 est intervenue cette conversion, mais il y avait eu déjà des prémices l'année d'avant, en 1790, nous dit Jean de Viguerie. Donc cette conversion, cette prise de hauteur sur les événements, ce regard enfin tourné vers le ciel, cela est dû en partie à sa sœur, Madame Élisabeth, dont la présence a été très importante, même déterminante, lors de l'emprisonnement dans la tour du Temple, où avaient été emprisonnés autrefois les Templiers, et selon Condorcet d'ailleurs, la franc-maçonnerie est la continuation des Templiers. Donc il y a une relation maçonnique dans cet emprisonnement au Temple, qui ne doit rien au hasard, mais plutôt à un esprit de vengeance. Il y a eu un changement de comportement, d'état d'esprit chez Louis XVI, dû certainement à sa conversion, à partir de son arrestation à Varennes. Un changement appréciable qui le conduira à être digne dans la tempête face à l'ennemi et à mener une vie pieuse au Temple et à rédiger, juste avant sa mort, un testament que j'estime remarquable. C'est une idée fondamentale à intégrer, un enseignement très important. 1789 a rompu avec le baptême de Clovis et 13 siècles de monarchie de droit divin. Donc on n'est plus dans le roi chrétien, mais dans le roi de l'échafaud avec un Robespierre là. Donc le régicide, c'est l'acte de naissance officielle de la République, quelques mois seulement après sa proclamation le 21 septembre 1792. Il s'est opéré un changement de régime en 1789, un changement de clergé, aussi c'était le but de l'opération, donc clergé de la République qui selon Alain Bauer est le Grand Orient de France. Nouveau régime avec la Première République dès septembre 1792 et nouveau clergé avec la contre-église au pouvoir qui s'octroie le droit de nommer les membres du clergé. Et donc c'est la catastrophique constitution civile du clergé de juillet 1790. Donc 1789 a prétendu émanciper l'humain. Or, la révolution n'a fait que l'asservir, c'est l'asservissement de l'homme par l'homme au sein d'une société sans Dieu soumise à de faux principes. Donc, il y a clairement, fondamentalement, un avant et un après 1789 dans notre histoire, de même qu'il y a un avant et un après Vatican II dans l'histoire de l'Église romaine. Donc on est passé d'une société centrée sur Dieu à une société centrée sur l'humain, ce qui est logique, quand on enlève le Créateur, il reste la créature, et cette société sans Dieu, Monseigneur Henri de Lassus l'appellera le naturalisme dans certains de ses livres, comme Le problème de l'heure présente et la conjuration antichrétienne. Donc société sans Dieu, qui deviendra même une société contre Dieu, avec la laïcité maçonnique officialisée en 1905 et condamnée rapidement par Saint Pie X dans son encyclique Vehementer Nos en février 1906. Oui, c'est important de conclure avec cette notion de patriotisme, car il y a le patriotisme révolutionnaire de 1789 et le patriotisme français authentique. De même qu'il y a le drapeau tricolore et le drapeau fleur-de-lysée, de même qu'il y a aussi la Marseillaise et l'hymne de la monarchie française. En 1789, les opposants au roi se revendiquaient patriotes, ils s'appelaient citoyens, comme dans le film Vaincre ou mourir, d'ailleurs, que je recommande, et aujourd'hui,
au Rassemblement national, par exemple, par absence totale de connaissances historiques, Marine Le Pen et ses militants chantent la Marseillaise et se disent patriotes en s'en référant le plus souvent à De Gaulle. Donc cette distinction entre les deux patriotismes a été très bien établie par l'historien Jean de Viguerie dans l'introduction de son livre Les deux patries, au tout début, où donc de Viguerie a écrit: toute l'histoire de l'idée de patrie est vaine si les deux sens du mot ne sont pas distingués. Le premier est le sens traditionnel conforme à l'étymologie. Le mot patria, dans le latin médiéval, est le mot patrie, adopté par la langue française au XVIe siècle, désignait la terre des pères, le pays de la naissance et de l'éducation. L'amour de la patrie, le mot patriotisme n'existait pas encore, on n'en parlait pas, on ne parlait pas de patriotisme à cette époque-là. Rendait à la France les devoirs de la piété avec les honneurs du respect et de la fidélité. La patrie était la France. Voilà, on était français, on ne se disait pas patriote. La patrie était la France. La France était un être moral doté de vertus. Les Français évoquaient souvent ces vertus de la France et voulaient s'en montrer dignes. En cas de guerre, certains d'entre eux acceptaient de donner leur vie, mais aucune obligation n'était faite au commun des citoyens de mourir pour la patrie sur simple réquisition du prince. Le deuxième sens peut être qualifié de révolutionnaire. Il se précise peu à peu au cours des XVIIe et XVIIIe siècles. La nouvelle patrie est d'abord celle des libertins, tout pays où l'on est bien. Elle devient ensuite celle des philosophes des Lumières, tout pays où l'on est bien par la vertu des droits du genre humain. Enfin, elle se réalise pleinement dans la patrie de la Révolution, c'est-à-dire dans les droits de l'homme. Cette patrie n'est pas la France, et la France ne représente pour elle qu'un support et un instrument. Le patriotisme qui lui correspond la divinise, l'adore, la place au-dessus de tout, déclare à ses ennemis une haine mortelle et réquisitionne à son service les vies de tous les citoyens. On voit que ce deuxième sens n'a rien à voir avec le premier, et c'est tout à fait vrai, et c'est le premier patriotisme auquel nous devons adhérer, et ce sera tout simplement ma conclusion. Voilà. À très bientôt, in Christo.